Les aventures de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, partie 12, Les êtres d'or, suite. Grand Dieu, m'exclamai-je, en quoi ces vieilles demeures peuvent-elles vous faire penser à des crimes ? Elles m'inspirent toujours une sorte d'horreur indéfinissable. Voyez-vous, Watson, j'ai la conviction basée sur mon expérience personnelle, que les plus sinistres et les plus abjectes ruelles de Londres ne possèdent pas à leur actif une aussi effroyable collection de crimes que toutes ces belles et riantes campagnes. Mais c'est abominable ce que vous me dites là. Et la raison est bien évidente. La pression qu'exerce l'opinion publique réalise ce que les lois ne peuvent accomplir. Il n'est pas de cul-de-sac si infâme et si reculé où les cris d'un enfant martyr ou les coups frappés par un ivrogne n'éveillent la pitié et l'indignation des voisins, et là, toutes les ressources dont dispose la justice sont tellement à portée de la main qu'il suffit d'une seule plainte pour provoquer son intervention et amener immédiatement le coupable sur le banc des accusés. Mais considérez au contraire ces maisons isolées au milieu de leurs champs et habitées en majeure partie par de pauvres gens qui n'ont, autant dire, jamais entendu parler du code et songez un peu aux cruautés infernales, aux atrocités cachées qui peuvent s'y donner libre cours d'un bout de l'année à l'autre à l'insu de tout le monde. Si la jeune fille qui nous appelle à son secours était allée habiter Winchester, je n'aurais jamais eu aucune crainte à son égard. C'est parce qu'elle se trouve à 5000 dans la campagne que je ne me sens pas tranquille. Et cependant, il est évident qu'elle n'est pas personnellement menacée. Non, du moment qu'elle peut venir à Winchester au-devant de nous, c'est qu'elle sort comme elle veut. Justement, cela prouve qu'elle est libre. Alors, que se passe-t-il ? Vous en faites-vous une idée ? J'ai imaginé 7 explications distinctes qui, toutes, justifient les faits que nous connaissons jusqu'à présent. Et pour savoir laquelle est la bonne, il est nécessaire que nous soyons en possession des renseignements que nous allons sans doute recueillir à notre arrivée, et cela ne saurait tarder maintenant, car j'aperçois déjà les tours de la cathédrale. Le Cygne Noir est un hôtel réputé, situé dans la grande rue, à proximité de la gare. Nous y trouvâmes Mademoiselle Hunter qui nous attendait. Elle avait retenu une salle particulière et commandé un déjeuner à notre intention. « Comme je suis heureuse que vous soyez venus, nous dit-elle avec joie. C'est si aimable de votre part à tous les deux. J'étais absolument désemparée et j'ai grand besoin de vos conseils. »« Que vous est-il arrivé, mademoiselle ?»« Je vais vous raconter cela, et aussi brièvement que possible, car j'ai promis à M. Ruckastle d'être rentré avant 3 heures. Il m'a donné la permission d'aller en ville ce matin, mais il était bien loin de se douter ce qui m'y amenait. Commençons par le commencement, je vous prie. » Holmes allongea ses longues jambes maigres devant le feu et se recueillit pour écouter. « Avant tout, je dois vous dire que je n'ai été maltraité en aucune façon par monsieur et madame Ruckastle. C'est une justice à leur rendre. Seulement, je n'arrive pas à les comprendre et ils m'inquiètent. »« Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre ?»« Les motifs qui les poussent à agir comme ils font. Mais procédons par ordre. À mon arrivée, monsieur Ruckastle est venu au-devant de moi, ici, à Winchester, et m'a conduite avec son dog-cart aux êtres d'or. Ainsi qu'il me l'avait dit, la propriété se trouve dans un site admirable, mais l'habitation n'a rien d'esthétique. C'est une grande maison carrée jadis blanchie à la chaux, mais que les intempéries et l'humidité ont beaucoup dégradée. Elle est entourée sur 3 côtés par des bois, et sur le 4e, il y a un grand champ en pente qui s'étend jusqu'à la grande route de Southampton à 100 mètres en contrebas. Ce champ fait partie de la propriété, mais les bois, eux, sont rattachés au domaine de Lord Southerton. Enfin, il y a juste en face de l'entrée un bouquet de hêtres dorées, c'est lui qui a donné son nom à la maison. Monsieur Ruckastle, toujours aussi aimable que la première fois, me ramena donc chez lui et me présenta le soir même à sa femme et à son enfant. L'hypothèse que nous avait paru si vraisemblable lorsque j'étais allé vous voir, monsieur Holmes, était complètement erronée. Madame Ruckastle n'est pas folle du tout. C'est une femme taciturne et pâle qui est beaucoup plus jeune que son mari. Je ne pense pas qu'elle ait encore atteint la trentaine, tandis que lui doit avoir 45 ans bien sonnés. D'après leur conversation, j'ai cru comprendre qu'ils étaient mariés depuis 7 ans environ, que M. Ruckastle était veuf lorsqu'il l'avait épousée, et que le seul enfant qu'il avait eu de sa première femme était cette fille dont il m'avait parlé pour me dire qu'elle était maintenant à Philadelphie. Il m'a confié en particulier qu'elle s'était exilée par aversion pour sa belle-mère, car, comme elle avait elle-même une 20aine d'années au moins, sa situation aurait été par trop gênante pour elle s'il lui avait fallu vivre aux côtés de la très jeune femme de M. Ruckastle. Madame Ruckastle me fit l'effet d'être aussi incolore au moral qu'au physique, et l'impression qu'elle me produisit ne fut ni bonne ni mauvaise. C'est une femme sans personnalité aucune,
Il est facile de se rendre compte qu'elle aime tendrement son mari et son petit garçon. Ses yeux gris clairs vont sans cesse de l'un à l'autre pour découvrir et même prévenir, quand elle le peut, leur moindre désir. Lui aussi, malgré ses allures brusques et tapageuses, semble lui être très dévoué. En somme, cela semble faire un très heureux ménage. Et cependant, l'on sent que cette femme a un chagrin secret. On la voit fréquemment absorbée, avec un visage plein de tristesse, et je l'ai plusieurs fois surprise en train de pleurer. Je me suis demandé, par moments, si ce ne serait pas le caractère de son fils qui la tourmenterait ainsi, car je n'ai jamais rencontré enfant plus gâté, ni doué de plus mauvais instincts. Il est petit pour son âge, mais possède une tête énorme et disproportionnée. Sa vie se passe en alternative de colère et de bouderie. Son plus grand plaisir est de torturer les êtres plus faibles que lui, et il faut voir quelle habileté il déploie pour s'emparer des souris, des petits oiseaux et des insectes. Mais je préfère m'abstenir de vous parler de lui, monsieur Holmes. Il n'a d'ailleurs que peu de rapport avec ce que j'ai à vous dire. Tous les détails m'intéressent, répondit mon ami, si minime que soit l'importance que vous y attachiez. J'essaierai de n'en omettre aucun. Le seul désagrément que j'ai éprouvé d'abord dans cette maison fut la mauvaise tenue des domestiques. Il n'y en a que deux, le mari et la femme. Toller, c'est le nom de l'homme, est une sorte de rustre aux allures bizarres, aux favoris et aux cheveux grisonnants qui empestent la boisson. Je l'ai déjà vu à 2 reprises complètement ivre depuis que je suis ici, et pourtant M. Ruckastle n'a pas l'air de s'en apercevoir. Sa femme est grande et forte gaillarde, aussi taciturne que Madame Ruckastle, mais beaucoup moins aimable. Bref, cela forme un couple, on ne peut plus déplaisant. Heureusement pour moi, je passe la plus grande partie de mon temps dans la nurserie ou dans ma chambre, et ces 2 pièces contiguës se trouvent dans une partie reculée de la maison. Les 2 journées qui succédèrent à mon arrivée aux êtres d'or furent très calmes. Le 3e jour, Madame Ruckastle, qui était descendue juste après le petit déjeuner, s'approcha de son mari et lui murmura quelques mots à l'oreille. « Ah oui, fit-il en se retournant vers moi, nous vous sommes très reconnaissants, mademoiselle Hunter, d'avoir satisfait notre caprice en vous faisant couper les cheveux. Je vous assure que cela ne dépare pas le moins du monde votre physionomie. Nous allons voir à présent comment vous sciez le bleu électrique. Vous trouverez la robe dont je vous ai parlé sur le pied de votre lit, et vous nous feriez grand plaisir, à ma femme et à moi, en la passant tout de suite. » La toilette en question était d'une nuance tout à fait spéciale. Elle avait été taillée dans un fort beau tissu, une sorte de lainage, mais était quelque peu usagée. À voir la façon dont elle m'allait, on aurait pu croire qu'elle avait été coupée exprès pour moi. Monsieur et Madame Ruckastle, en me voyant apparaître ainsi vêtue, manifestèrent leur joie avec des transports qui me parurent tout à fait exagérés. Il m'attendait au salon, une vaste pièce éclairée de 3 hautes portes-fenêtres qui occupent toute la largeur de la façade. On avait eu soin de placer un fauteuil devant la fenêtre du milieu, le dos tourné à la lumière, et après que l'on m'eut invité à m'y asseoir, M. Ruckastle, se promenant de long en large à travers le salon, se mit à me raconter, l'une après l'autre, les histoires les plus drôles que j'ai jamais entendues. Vous ne sauriez imaginer à quel point il était comique, et je riais à en être malade. Madame Ruckastle, par contre, qui ne possède évidemment pas le sens de la plaisanterie, ne souriait même pas et restait immobile, les mains sur les genoux, avec un visage triste et inquiet. Au bout d'1 heure environ, M. Ruckastle fit brusquement remarquer qu'il était temps de se mettre au travail et me dit que je pouvais changer de robe et aller rejoindre le petit Edward dans la nurserie. 2 jours après, la même scène se répéta, dans un ordre absolument identique. Comme la première fois, on m'envoya endosser la toilette bleue. Comme la première fois, on me fit asseoir devant la fenêtre. Et comme la première fois, je m'amusais follement en écoutant les bouffonnes anecdotes dont M. Ruckastle possédait un répertoire inépuisable et qu'il racontait avec un art consommé. Ensuite, il me mit entre les mains un roman à couverture jaune, et après avoir tourné mon fauteuil un peu de côté afin que mon ombre ne tombât point sur les pages, il me pria de lui faire la lecture à haute voix. Je lus ainsi pendant 10 de minutes, en commençant au cœur d'un chapitre, puis tout à coup, au beau milieu d'une phrase, il m'interrompit et me commanda d'aller passer une autre robe. Vous devez facilement imaginer, monsieur Holmes, à quel point cette bizarre cérémonie m'intriguait. J'avais remarqué que l'on faisait toujours très attention à ce que j'eusse le dos tourné à la fenêtre, de sorte que je fus dévoré du désir de savoir ce qui se passait derrière moi. Au premier abord, cela me parut impossible, mais j'eus au fait de trouver un subterfuge.
Mon miroir à main s'étant cassé, j'eus l'ingénieuse inspiration d'en dissimuler un morceau dans les plis de mon mouchoir. La fois suivante, tandis que je riais à gorge déployée, je portais mon mouchoir à mes yeux comme pour essuyer mes larmes et réussis ainsi sans trop de peine à apercevoir tout ce qui se trouvait derrière moi. J'avoue que je fus déçu. Il n'y avait absolument rien. Du moins, ce fut ma première impression. Mais en y regardant mieux, je m'aperçus qu'il y avait sur la route de Southampton un petit homme barbu, vêtu d'un costume gris, qui avait les yeux tournés vers moi. Cette route est un chemin de grande communication et l'on y voit fréquemment passer du monde. Mais l'homme en question ne se contentait pas de passer, il s'était arrêté, était venu s'accouder à la clôture et regardait fixement dans la direction de la maison. En abaissant mon mouchoir, je m'aperçus que madame Ruckastel m'observait attentivement. Elle ne formula aucune réflexion, mais je compris très nettement qu'elle avait deviné mon manège et vu ce qu'il y avait derrière moi. « Jeffrou, dit-elle en se levant aussitôt, il y a là sur la route un impertinent qui ne cesse de regarder mademoiselle Hunter. » Merci d'avoir regardé cette vidéo. Afin de me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo en cliquant sur le pouce et abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit.